et notamment justement des techniques, des méthodes qui ont été développées, on avait vu la dernière fois, par le professeur Soflender Petri, entre les deux guerres, notamment à partir du site de Tel el-Khessi, qui était donc une ville qui est dans le sud d'Israël, au cours duquel il avait donc mis en évidence ce qui est le principe de base de l'archéologie jusqu'à nos jours, c'est-à-dire la stratigraphie. La stratigraphie, donc avec l'idée qu'il y a donc dans le pays d'Israël des collines artificielles qui sont créées par l'empilement de ruines de villes qui ont été reconstruites les unes sur les autres. Par exemple, celle qui est la plus caractéristique de ce phénomène, c'est la ville de Megiddo, où nous avons plus de 20 villes qui sont empilées les unes sur les autres. Donc, je rappelle ce qu'on a dit la dernière fois. Quand on commence une fouille sur un de ces tels, on crée donc ici, on creuse au centre du tel une tranchée d'exploration, ce qu'on appelle une tranchée d'exploration, pour essayer de trouver le sol vierge. Et donc on a ici, quand on se place par exemple ici au fond de la tranchée, voilà ce qu'on voit. Voilà ce qu'on voit, c'est-à-dire les strates qui sont empilées les unes sur les autres. Et on sait par conséquent qu'il y a là une chronologie relative qui est créée, dans ce sens que ce qui est en dessus est plus récent que ce qui est en dessous. Les villes les plus anciennes sont les plus basses, et les vestiges les plus récents sont en haut, bien entendu. Bon. Le gros problème de l'archéologie jusqu'à aujourd'hui, malgré les techniques modernes dont nous allons parler dans un instant ou la prochaine fois, c'est le problème d'une chronologie. C'est pourquoi, par exemple, tout le bouquin de ce fameux Filkenstein est attaquable sur le plan de la chronologie. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas être absolument certain Bon, les problèmes chronologiques sont énormes. Bon, je vais vous expliquer d'abord pourquoi, ne serait-ce que, par exemple, si nous prenons ici notre schéma du tel, donc de la stratigraphie. Bon. Un tel, nous l'avons vu, se présente à peu près comme ça, si on prend ici le sol vierge, voilà, notre sol vierge, et ici, donc, nos villes qui s'installent les unes sur les autres. Première ville, deuxième ville, troisième, quatrième, etc. Bon. Alors, forcément, ça, c'est un schéma. Bon. En théorie, ça marche magnifiquement, comme ça, sur un tableau noir ou blanc, sur la grille blanc. Sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué pour plusieurs raisons. D'abord parce que le terrain n'est pas plat, comme ici. Et alors, vous pouvez avoir des creux et des bosses à partir du sol vierge lui-même. Et forcément, les différentes couches qui vont s'interposer suivent plus grosso modo ces accidents du terrain. Donc vous pouvez avoir ici, par exemple, je ne sais pas, avoir une déclivité, brusquement, et vous dites, tiens, on est dans une couche supérieure, en fait, vous êtes dans la même couche, mais, si vous voulez, il y a eu une déclivité, donc vous ne l'avez pas vue. C'est ce qui se passe, par exemple, justement avec Filkenstein, à Megiddo. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième chose, vous pouvez avoir aussi le fait que certains... Notre sol vierge, encore. Bon, vous avez un premier niveau d'occupation. Vous avez une première population qui vient construire des murailles. Voilà, les murailles, bon, ces maisons, bien. Les bâtiments, bon, vous avez des temples, vous avez des bâtiments publics, vous avez des entrepôts, il y a toutes sortes, des écuries, enfin, il y a toutes sortes de constructions dans une ville. Bon. Vient un nouveau, si vous voulez, une vague d'envahisseurs. Bon, ils détruisent la ville, bon, ils détruisent ici aussi la muraille. Bien. Mais, si vous voulez, vous avez parfois des murailles qui sont tellement importantes qu'elles ne sont pas véritablement détruites, entièrement. Il y a juste une partie qui est détruite. Et alors on se dit, plutôt que de reconstruire une muraille à zéro, on va récupérer les murailles anciennes. Alors, soit on les reconstruit carrément, ou on les laisse sur place. Et alors vous avez par exemple des murailles qui peuvent avoir été en exercice pendant plusieurs périodes.
parce que les différents occupants n'ont pas éprouvé le besoin de reconstruire d'autres murailles. C'est le cas par exemple à Jérusalem. Et ça aussi c'est le problème avec le brave Finkelstein qui dit il n'y a pas de muraille de l'époque de Salomon. Non, mais il y en a de l'époque cananéenne. Canadiennes récentes. Elles sont tellement gigantesques, elles sont tellement bien construites au seul endroit où on peut construire des murailles sur cette partie est de Jérusalem que David, Salomon et tous les successeurs ont gardé les mêmes murailles, bien entendu, ils auraient été bêtes de faire autrement. Hein. Alors ça c'est une première possibilité. Autre possibilité, une partie supérieure est détruite et on garde les fondations. On garde les fondations. Et là, bon, faisons comme ça, si vous voulez. Voilà, c'est les fondations, les pierres, voilà. Bien. Oui. Ou plutôt, je vais faire ici comme ça, ce sera plus simple. Voilà, les fondations ici qui s'enfoncent ça. Bon. Alors, là, ça c'est détruit, mais on reconstruit sur les mêmes fondations ou avec un petit décalage éventuellement, quoi. Hein. Voilà, on construit, voilà, ici avec un petit décalage. Et alors justement, si vous ne faites pas attention à ça, vous ne vous rendez pas compte que vous avez en fait ici affaire à une muraille qui est contemporaine de cette couche-là et non pas de cette couche-là. Vous comprenez ça? Hein? Maintenant, il y a une chose aussi, vous avez les fondations. Maintenant, même en admettant qu'on construise, par exemple, à l'autre partie de la ville, une autre partie de la ville ici. Bon. Voilà les murailles, voici les fondations de la muraille qui est contemporaine de celle-là. Voilà. Mais, pour des raisons X ou Y, les occupants de cette couche-là ont décidé de construire leur muraille ici en retrait. Bien. Alors, bon, ils font d'autres fondations. Vous dites, vous ne faites pas attention, vous dites, cette fondation est contemporaine. Mais non, il y a deux époques. Vous comprenez? Mais ils ont creusé dans la couche précédente pour faire leur fondation. Donc vous vous trompez. Vous vous trompez au point de vue chronologique. Bon, c'est quelques exemples parmi d'autres de vous montrer justement que c'est pas facile de faire une fouille. Hein. Les possibilités de se tromper au point de vue chronologique sont énormes. Et si on prend le schéma de Soflin-Petri ici, encore une fois, sur un tableau, ça marche magnifiquement. Sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. Bon. Alors, malgré tout, le système a été employé depuis cette époque-là jusqu'à nos jours. C'est encore le principe de base pour tout ce qui est de l'archéologie du Moyen-Orient. Maintenant, ce système stratigraphique permet, comme on l'a vu la dernière fois, de dater des objets. Les objets qu'on trouve, par exemple, dans cette couche-là, on sait qu'ils vont être plus récents que ceux qu'on va trouver dans cette couche-là. Ceux qu'on va trouver là sont plus récents que ceux qu'on trouve là, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, quand on a terminé la fouille, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous ces objets et on crée une chronologie relative. Une chronologie relative, ça veut dire qu'on est incapable pour l'heure encore de mettre une date, une datation sur ces différentes choses. On peut simplement dire, par exemple, je ne sais pas moi, mettons, on a trouvé ici, alors, à la fin de votre fouille, vous faites un rapport. Alors, objet trouvé dans la couche 1. Alors, vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, une jarre comme ça. Voilà. On trouve une tête de flèche. Comme ça. On trouve, je ne sais pas moi, une statuette. C'est Picasso qui fait. Bien. Alors ça, couche 1. Tout ça, c'est des objets qui sont contemporains. Couche 2. Alors vous avez ça sur les rapports de fouille. 1, 2. Alors 2, vous avez maintenant au contraire un bol. Un bol comme ça. Des signes comme ça en général. Vous avez ensuite, je ne sais pas moi, enfin, une épée, hein. Une épée comme ça. Un javelot, etc. Alors vous dites, ça, couche 2. Continuez, couche 3. Vous classez tous vos objets comme ça. Et vous dites, ça, c'est plus récent que ça, c'est plus récent que ça. Vous créez une chronologie relative.
Et encore une fois, vous n'avez strictement, à ce stade-là, rien qui vous permette de donner une date. Quand est-ce qu'on peut donner une date précise? Ah, quand vous trouvez un texte écrit. Bon, on a dit la dernière fois que la différence entre l'archéologie et l'histoire, c'est que l'histoire travaillait sur des documents écrits et que l'archéologie travaillait sur des restes matériels des civilisations disparues. Seulement là aussi, ce n'est pas hermétique. Le cloisonnement entre histoire et archéologie n'est pas hermétique. Parce que justement, dans les fouilles archéologiques, on peut trouver des documents écrits. Et heureusement, parce qu'autrement, on serait dans la panade. Couche 3, par exemple. Voilà. Vous découvrez alors toutes sortes d'objets aussi, moi je sais pas moi. Comme ça, mettons. Voilà. Avec une base comme ça, pour enfoncer dans le sol, on mettait de l'huile, du vin, du grain, etc. Bon. Et puis soudain, alors là, miracle. Alors là, on est heureux quand on trouve ça. Vous trouvez ici un scarabée. Un scarabée égyptien avec des hiéroglyphes. Et vous avez ici le nom de Ramsès II. Ah, formidable. Si vous trouvez un document comme ça, même une simple inscription lapidaire, vous dites, tiens, cet objet et tout ce que j'ai trouvé dans cette couche 3 date de l'époque de Ramsès II. Or, on sait, par d'autres moyens dont je vous parlerai tout à l'heure, à quelle époque a vécu Ramsès II, 13e siècle avant Jésus-Christ. Donc, tous ces objets que j'ai trouvés là datent de l'époque de Ramsès II. Cette couche, cette ville, date de l'époque de Ramsès II. Alors, ça, c'est formidable déjà parce que si je compare, par exemple, je vois à peu près ici cette forme de jarre. Elle est typique. Parce que les poteries, c'est pas fait au hasard. Les poteries, elles obéissent à une même technique à la même époque. Elles ont les mêmes formes, elles ont les mêmes structures. Elles sont faites avec un tour ou sans tour pour les plus anciennes. Elles sont plus ou moins raffinées, elles peuvent être décorées ou ne pas être décorées, peintes ou ne pas être peintes, etc. Et par conséquent, elles ont toutes, celles qui ont la même époque, ont un air de famille. Par exemple, vous faites une fouille ailleurs. Mettons ici, vous faites une fouille à Megiddo. Vous avez ici, non, de toute façon, ça ne peut pas être Megiddo, parce que Megiddo 3, ce n'est pas l'époque de Ramsès II. Mais disons, je ne sais pas, moi, Jéricho. Jéricho, éventuellement, ça peut coller. Vous avez ici, donc ici, cette cruche qui date de l'époque de Josué, de Ramsès II. Bon. Vous allez dans un autre site, par exemple, je ne sais pas moi, Aiglon. Et puis, à la couche 5, vous trouvez le même type de poterie, mais vous ne trouvez pas le scarabée. Vous avez le même type de poterie. Tiens, vous dites, il y a une drôle de ressemblance entre la ville de l'époque de Ramsès II que j'ai trouvée à Jéricho, et finalement ici la couche 5 que je trouve à Aiglon. Est-ce que ces deux villes ne seraient pas contemporaines? Puis vous faites une troisième fouille, à Dvir par exemple. Et là, vous arrivez à la couche, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, hein, la couche 6, et vous trouvez ce même type de jarre, à la couche 6. Ah ben vous dites, tiens, toutes ces trois villes, ces couches, la couche 3 de Jéricho, la couche 5 d'Aiglon et la couche 6 de Dvir, datent de l'époque de Ramsès II à cause du scarabée que j'ai trouvé là. Vous comprenez? Nous permet ici de donner une chronologie absolue. Jusqu'alors, on avait une chronologie relative, ça veut dire ça c'est plus récent, ça c'est plus récent que ça, qui est plus récent que ça, etc. Tandis que là, vous dites, là, on a une date solide parce qu'on a un document écrit. Par conséquent, chaque fois que je trouverai cette poterie, dans n'importe quelle fouille que je vais faire, je sais que cette poterie va dater de l'époque de Ramsès II, et que par conséquent, chaque fois que je trouverai cette poterie partout, j'aurai affaire à une ville qui date du XIIIe siècle. J'ai une chronologie absolue. Vous comprenez ça? Bon. À partir de ça, je dis, tiens, maintenant cette couche-ci, qui est plus récente que ça. Donc, elle date d'après Ramsès II.
On est bien d'accord. De combien de temps depuis Ramsès II? Ben, c'est le problème. Là, j'ai aucun document écrit. Dans les autres fouilles que j'ai faites ailleurs, j'ai aucun document écrit non plus qui me permette de dater avec précision cette couche. Je vais au pif. Je suis obligé de dire, bon. Comme on sait que, par exemple, Jéricho. Bon. Jéricho, Ramsès II, c'est l'époque grosso modo de l'Exode. Donc, à ce moment-là, peut-être que la couche 2 daterait de Josué. Il y a des chances. Pour des raisons qui ne sont pas directement archéologiques, mais qui sont tirées de l'histoire et de la Bible. Vous voyez? Et là, justement, on arrive à ce gros problème qu'on avait évoqué la dernière fois. Existe-t-il une archéologie biblique? Je vous ai dit que les nouveaux archéologues veulent nier tout lien entre, justement, l'archéologie et l'histoire et la Bible. Et en fait, on se rend compte, comme l'avait bien montré Gadine, qu'on ne peut absolument pas faire l'économie de la Bible. On ne peut absolument pas faire l'économie de l'histoire quand on fait de l'archéologie. Sinon, on est dans le vide. Et ceux qui prétendent, les nouveaux archéologues qui prétendent qu'ils font de l'archéologie sans référence à la Bible, en fait, inconsciemment, ils font référence à la Bible. Parce que justement, on est obligé de redater la couche ici supérieure en fonction d'événements historiques qui nous sont rapportés par la Bible. Bon, Josué détruit la ville, on le sait par la Bible, et pendant des siècles, elle reste sans être construite. Elle n'est reconstruite qu'à l'époque d'Élisée. Donc ici, vous voyez, entre ces deux couches, il y a un énorme intervalle de temps. Mais je trouve ici une poterie. Alors si j'ai la chance, par exemple, d'avoir daté cette poterie dans d'autres fouilles que j'ai faites, je veux dire, tiens, cette poterie date du 7e siècle. Donc ici, nous avons affaire à une couche qui date du 7e siècle. Ce qui correspond à ce que nous dit la Bible au moment d'Élisée. Donc la ville de Jéricho est reconstruite. Mais entre ces deux couches, il y a des siècles d'intervalle. Vous voyez ? Là, il y a un laps de temps qui est de quelques dizaines d'années. Là, on a un laps de temps qui est de plusieurs siècles. Vous voyez ? Alors, on est obligé d'avoir recours à des choses comme ça. Bon. Alors justement, à partir des années 30, les fouilles vont se multiplier dans tout le pays d'Israël et au-delà. Et là, justement, on va avoir maintenant une archéologie qui va être non plus une archéologie empirique, mais une archéologie qui va être véritablement scientifique. Et c'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que l'archéologie scientifique apparaît véritablement. Là, donc, il y a d'abord, on a parlé la dernière fois du professeur Albright. Professeur Albright, premier directeur de l'American School of Oriental Research à Jérusalem. Et puis, une archéologue anglaise, qui était aussi fille de pasteur d'ailleurs, s'appelait Miss Kathleen Kenyon. Miss Kathleen Kenyon a justement entrepris des fouilles importantes à Jéricho en 1952. Ensuite, elle a fouillé Jérusalem, la cité de David. Elle a été parmi les premières fouilleuses de la cité de David et d'autres endroits. Et notamment, justement, à Jéricho. À partir, justement, des découvertes de Sir Flinders Petrie, de la stratigraphie, en rassemblant, justement, les résultats de toutes les fouilles qui avaient été faites, qui étaient déjà nombreuses dans les années 50, au début des années 50, quand elle a commencé à fouiller Jéricho, elle s'est rendue compte qu'on pouvait classer les poteries par époque. Et que, grosso modo, on arrivait, en recoupant justement toutes les données des différentes fouilles, comme on a essayé de le faire, on arrivait à avoir une chronologie absolue à partir des poteries. Et elle a créé donc une méthode de datation qui est encore aujourd'hui la base, à mon sens. On appelle en anglais sequence dating. Hein. Et en hébreu, en français, datation séquentielle. On appelle ça en français datation séquentielle. Sequence dating. Hein. Alors aujourd'hui, quand on fait de l'archéologie, on a une Bible pour la chronologie. Une Bible qu'il faut apprendre par cœur.
c'est justement un énorme bouquin, j'aurais pu l'amener ce soir, tiens, je n'ai pas pensé prendre, où sont répertoriés tous les types de poteries qui ont été découverts. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas vieillir du tout, parce que, quelles que soient les découvertes qu'on va faire, on va retrouver toujours les mêmes poteries, les mêmes types de poteries. C'est évident. Ça n'a pas changé. Et alors, il suffit de reconnaître une poterie pour dire, tiens, eh bien voilà, je suis ici dans une couche qui est à dater de cette époque à partir de la poterie que je trouve. Et la poterie est la référence de base. Vous allez me dire pourquoi pas la poterie et pas, par exemple, la métallurgie, les armes, par exemple, les objets de métaux. D'abord parce que l'industrie du métal n'a pas toujours existé. Et deuxièmement parce que le métal se dégrade, s'oxyde, disparaît. Par contre, la poterie, la céramique ne se détruit pas. Elle peut se casser, oui, mais les morceaux, on peut les retrouver. Et un bon archéologue doit être capable, en prenant un tesson de poterie de cette dimension-là, de dire ça appartient à un vase qui date de telle époque. Eh oui. Ça, c'est l'enfance de l'art. C'est l'enfance de l'art. Hein. Et alors, justement, ça, c'est extrêmement précieux. Cette datation par les poteries est extrêmement importante. Maintenant, il y a les poteries qui sont produites localement, mais il y a les poteries aussi d'importation, parce qu'il y a des échanges. Et aussi, quand on trouve des poteries d'importation, on peut en trouver, par exemple, vous pouvez trouver des poteries israélites ou originaires du pays d'Israël, par exemple en Égypte, en Mésopotamie, en Grèce, dans les îles de l'Égée, à Chypre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des exportations qui partaient du pays d'Israël, notamment sous forme d'huile, de vin, de blé, etc. Ça partait à l'étranger. Ça partait évidemment dans des récipients, il n'était pas question il fallait bien mettre l'huile et le vin dans quelque chose, donc on les emmenait dans des grandes jarres comme ça, des amphores, dont on retrouve des vestiges en dehors du pays d'Israël. Bon. Et l'inverse est vrai. Vous allez trouver, par exemple, dans le pays d'Israël, des poteries qui viennent d'Égypte. Et par exemple, vous avez une poterie spéciale égyptienne qu'on appelle la poterie d'Abydos, qui est une très belle poterie, qui est typique de la 12e dynastie égyptienne, c'est-à-dire la période d'apogée de ce qu'on appelle le Moyen Empire égyptien. Et à cette époque-là, le pays d'Israël faisait partie de l'Empire égyptien. Il était possession, colonie égyptienne. Il n'est donc pas étonnant qu'on trouve justement cette poterie d'Abydos. Pourquoi l'appelle-t-on d'Abydos ? Parce qu'on la trouve dans des tombeaux qui se trouvent à Abydos. Et alors, chaque fois qu'on trouve en Israël, quand on a la chance de trouver des vestiges de cette poterie d'Abydos, c'est une aubaine parce qu'on dit, tiens, là, on sait que la poterie d'Abydos date de la 12e dynastie égyptienne, donc 1800 avant Jésus-Christ à peu près, donc on sait qu'on est à cette époque-là. Tout de suite. On n'a pas besoin de documents écrits, on n'a plus besoin de scarabées, on n'a plus besoin de rien. Vous voyez ? Il suffit de trouver ce type de poterie, on dit, tiens, ça, ici, époque de la 12e dynastie. Même chose pour l'époque de la conquête. Alors là, justement, l'époque de la conquête par Josué, on a un type de poterie qui est tout à fait spécial, qu'on appelle la poterie mycénienne B et la poterie mycénienne C. Pourquoi mycénienne ? Parce qu'elle a été produite justement dans les îles de la Grèce, à Mycène, et sur la... Enfin, c'était pas dans les îles, Mycène c'était sur le continent, mais il y en avait aussi bien sûr dans les îles. Et il y avait à cette époque-là des échanges très nombreux qui existaient entre les Cananéens, qui étaient une civilisation très avancée, et justement les îles de la Grèce et la Grèce continentale elle-même, et Mycène. On est à peu près, si vous voulez, un petit peu avant l'époque de la guerre de Troie, donc il y avait des relations très étroites. D'échanger des marchandises. Bon, la poterie mycénienne, c'est notamment, est une poterie qui est superbement décorée. Comme savaient faire les Grecs, les vases grecs, vous avez peut-être vu des vases grecs comme ça au Louvre. Bon, on n'est pas encore dans la beauté des vases grecs de l'époque classique, de l'époque de Périclès, des choses comme ça, mais déjà, c'est une poterie très élaborée. Bien. Et puis, dans toutes les villes du pays d'Israël, vous avez des traces de destruction totale qui se produisent à cette période-là. Souvent avec des traces d'incendie en plus. Et dans les couches suivantes, les couches supérieures,
vous avez une poterie beaucoup plus fruste qui apparaît. Cette poterie, d'ailleurs, est souvent une copie, justement, des poteries cananéennes qui existaient jusque-là. Mais on voit bien que ceux qui les ont fabriquées n'avaient pas le style, n'avaient pas l'art, n'avaient pas la technique qui était celle, justement, de ceux qui ont produit les poteries de l'époque précédente. Et là, justement, quand on trouve cette poterie mycénienne 3C, comme on l'appelle en archéologie, eh bien, on sait que l'on a affaire ici à l'époque cananéenne récente, ça veut dire à l'époque de Josué. Et encore une fois, dans la plupart des cas, cette poterie, surtout dans les régions qui sont à l'intérieur du pays, moins sur la côte, et dans les vallées, la vallée d'Israël par exemple, mais dans les montagnes, dans les régions montagneuses, cette poterie disparaît et on a une poterie beaucoup plus fruste qui apparaît. Et là, on sait que l'on a affaire à l'arrivée des Israélites. Pourquoi ? Parce que les Israélites, sur le plan matériel, étaient une civilisation infiniment moins évoluée que ne l'était la civilisation cananéenne. Et ils ne savaient pas finalement, bon d'ailleurs la Bible le reconnaît, ils ne savaient pas construire des fortifications comme le faisaient les Cananéens. C'est pour ça qu'ils étaient terrorisés quand ils sont arrivés, les espions sont arrivés, vous vous souvenez du rapport des espions, ils sont arrivés dans le pays de Canaan, ils étaient terrorisés en voyant les villes des Cananéens, etc. Ils ne connaissaient pas la technique du bélier de siège sur le plan militaire. Donc ils étaient incapables justement de prendre les villes, d'où Jéricho, la prise de Jéricho par miracle, la prise de Haï aussi, qui a été prise par une ruse, etc. Bon. Et par conséquent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils se sont installés, ils ont copié ce que les Cananéens faisaient. En moins bien, bien sûr. Beaucoup moins bien. Et c'est la raison qui fait que, par exemple, des gens comme Finkelstein nous disent aujourd'hui, mais non, finalement, les Israéliens ne sont rien d'autre que des Cananéens parce qu'ils ont continué la même tradition. Bien sûr, ils ont commencé la même tradition. Ils n'en avaient pas de tradition. Il n'y avait pas de tradition céramique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont copié ce qu'il y avait. Ils ont copié ce qu'il y avait. Mais encore une fois, on voit bien que ce n'est pas la même civilisation, qu'il y a une rupture parce que la poterie qu'ils fabriquent est une poterie infiniment plus simple, plus fruste, plus grossière que ce qui est fait justement par les Cananéens et notamment par les Grecs. Bon. Cette poterie mycénienne 3C, elle disparaît complètement d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les Israélites n'ont plus de contact avec les îles de l'Égée. Ils n'ont plus de contact avec le monde grec. Et automatiquement, les importations qui venaient de Grèce à cette période-là cessent. Donc ici, on a un point de repère archéologique extrêmement important. Quand on fait des fouilles, la disparition de la poterie mycénienne 3C montre que là, on entre dans la civilisation israélite. La civilisation cananéenne cesse et la civilisation israélite commence. Bon. Maintenant, tout le problème, c'est de dater justement ces événements. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Bon, la chronologie biblique, c'est pas toujours évident. Notamment, la chronologie biblique avant l'an 1000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant l'époque de David, n'est pas du tout facile à reconstituer parce qu'elle est très fragmentaire. Par contre, on a eu la chance d'avoir une chronologie égyptienne. Ah, ça c'est très intéressant. Sous l'époque des Ptolémées, c'est-à-dire après les successeurs d'Alexandre, après 333 avant Jésus-Christ, l'Égypte cesse d'être dirigée par des pharaons, elle est dirigée par des souverains grecs, qui sont les descendants des généraux d'Alexandre. Et là, nous avons un ancien prêtre égyptien qui s'appelle Manétho. Manétho va écrire une histoire de l'Égypte, depuis les origines jusqu'à son temps. Ça veut dire toute l'histoire de l'Égypte pharaonique, grosso modo. Et le Manétho va classer l'histoire de l'Égypte en 30 dynasties qui se sont succédées depuis les origines de l'unification de la Haute et de la Basse Égypte jusqu'à la destruction de l'Égypte pharaonique par Alexandre le Grand, justement. 30 dynasties. Et ces 30 dynasties, il va les classer de trois manières, si vous voulez. En trois grandes périodes, plus exactement. Et ça, c'est fondamental. Cette liste de Manétho, qui a été transmise
en grec d'ailleurs. Voilà. Je pourrais peut-être un petit peu avancer cette table. Je vais passer ici parce que c'est quand même assez facile. Voilà. Alors, regarde, tout d'abord, dynastie 1 à dynastie 5, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Empire. L'Ancien Empire égyptien. 5 dynasties. Bon, c'est tout de suite une période de splendeur extraordinaire de l'Égypte, c'est l'époque des pyramides. Alors, surtout, ne faites pas la blague qu'on fait parfois dans certains milieux évangéliques, dire que les Israélites en Égypte ont construit les pyramides. Elles étaient construites depuis des siècles avant eux. Ça n'avait pas de problème. Bon. À la fin de cette période-là, on va voir les dates tout à l'heure, hein. À la fin de cette période-là, l'ancien empire égyptien s'effondre. Et ça commence une période de chaos qui va durer plusieurs siècles, et qu'on appelle la première période intermédiaire. Voilà. Après cette période de chaos, où l'Égypte s'est effondrée en quelque sorte, une nouvelle dynastie apparaît. C'est plus que la sixième, je ne sais plus la date, je ne me souviens plus. Le Moyen Empire, ça doit être la 11e, c'est la 11e, je pense. Donc, 11e dynastie. 11e jusqu'à 13e dynastie. 13e dynastie, voilà. 13e dynastie. C'est ce qu'on appelle le Moyen Empire. Alors, ceux qui ont des souvenirs de leur cours de 6e, parce que c'est en 6e, je crois qu'on fait ça en France, hein, se souviennent peut-être d'un nom, d'un des grands pharaons égyptiens du Moyen Empire, c'est Sésostris. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Si vous fouillez dans votre mémoire brumeuse, vous retrouverez peut-être ce nom. Bien. Donc, la dynastie la plus importante de cette époque, c'est la 12e. Sésostris, c'est la 12e dynastie. Les autres sont moins importantes. À la fin de la 13e dynastie, alors, un nouveau chaos. Comme ici, entre les deux premiers empires, vous avez une deuxième période intermédiaire. Voilà. Deuxième période intermédiaire. Et d'où vient justement cette période de chaos qui s'instaure dans l'Empire égyptien? D'Asie. Vous avez des envahisseurs qui viennent d'Asie et qui pénètrent à l'intérieur de l'Égypte. Et les Égyptiens, Manetho, donc, le considèrent comme une période noire. Ça n'était pas vraiment une période noire en fin de compte. Mais ça, c'est dans la vision des Égyptiens. Comme nous parlons du Moyen-Âge, notre idée depuis le XVIIIe siècle, depuis les philosophes des Lumières, c'est que le Moyen-Âge, c'est une période abominable. Les ténèbres du Moyen-Âge, etc. Alors que le Moyen-Âge, aujourd'hui, les historiens modernes sont tous d'accord pour connaître que le Moyen-Âge était une période extrêmement brillante. Mais c'est nos clichés, comme ça, on a une vision de l'histoire. L'histoire commence avec la Révolution française, tout le monde sait ça, dans le monde entier. Hein. La véritable histoire, avant, il n'y a rien, avant, c'est le chaos. Bon, c'est la même chose pour les Égyptiens. Hein. Deuxième période intermédiaire, parce que c'était plus des Égyptiens qui régnaient sur l'Égypte. Et les Égyptiens appellent les pharaons de cette période-là, hein, qui ont régné jusqu'à la 17e dynastie, donc 14e à 17e dynastie, ils appellent les Hyksos. En égyptien, ça veut dire les dirigeants, les leaders des pays étrangers, les leaders étrangers. Donc les Égyptiens ont eu l'impression d'être colonisés par des Asiatiques. Et ces gens-là, donc, qui étaient des Asiatiques, donc des Cananéens, si vous voulez, hein, aujourd'hui, on pense que c'est à cette période qu'il faut fixer l'histoire de Joseph. Ce qui explique comment Joseph, un Asiatique, un non-Égyptien, ait pu devenir Premier ministre d'un pharaon. Dans une période normale, ça n'aurait pas été possible. C'est donc dans
deuxième période intermédiaire que se situe l'arrivée des Israélites dans le pays d'Égypte, dans la foulée justement de cette arrivée de ces Asiatiques, de ces Hyksos comme on les appelle. À la fin de cette période, vous avez donc une nouvelle dynastie les Égyptiens renversent les Hyksos et les chassent. Et là, on a à nouveau la troisième période de splendeur de l'Égypte, qui est donc ici à partir de la 18e dynastie, hein, la grande dynastie des Ramsès, des Thoutmès, etc. C'est le Nouvel Empire. Ça, c'est la grande période de l'Égypte classique, Ramsès II, Thoutmès III, Séti Ier, etc. Enfin, toute l'Égypte comment dirais-je, d'images d'Épinal qui traînent partout. Hein. Donc, le Nouvel Empire. Alors, évidemment, c'est au début de cette période du Nouvel Empire qu'a lieu l'exode, l'exode et la conquête. Bon. Et puis, après donc la 19e dynastie, qui est encore une dynastie brillante, hein, l'Égypte entre en décadence. En décadence, une décadence qui va durer plusieurs siècles, jusqu'à sa conquête définitive par les Perses, puis ensuite par Alexandre le Grand. Donc jusqu'à l'époque de Manetho. Et là, on arrive donc à la 30e dynastie. 30e dynastie, qui est la dernière. Bon. On comprend qu'ici, 30, un chiffre rond, c'est un peu un chiffre artificiel. C'est un chiffre, c'est un stéréotype. Manetho a classé, donc, si vous voulez, les dynasties égyptiennes pour que ça fasse 30. Il les a fait coïncider. Bon. Mais si vous voulez, grosso modo, le tableau de Manetho tient. Il est historique. Il est grosso modo historique. Néanmoins, il y a quelques problèmes. On s'est rendu compte, les égyptologues et les spécialistes se sont rendus compte qu'il y a quelques difficultés. Bon, la première difficulté, c'est ce qui concerne le début de l'apparition de l'Ancien Empire. Finalement, Manetho a pris un système très simple. Il nous donne le nom des pharaons, le début de l'année de leur règne et la fin de l'année de leur règne. Donc les choses paraissent simples, il suffit d'additionner les âges de tous les pharaons pour avoir un tableau chronologique exact. La durée du règne de tous les pharaons pour avoir une vision exacte. Bon, en fait, justement, on s'est rendu compte que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a parfois ce qu'on appelle des phénomènes de corrégence. Vous avez ça dans la Bible aussi. Ça veut dire qu'il arrive parfois qu'un fils commence à régner du vivant de son père. Par exemple, c'est le cas entre David et Salomon. Si vous prenez, par exemple, si vous faites l'erreur qu'a fait Manetho, vous voyez dans la Bible que David a régné 40 ans et Salomon a régné 40 ans. Donc vous additionnez 40 plus 40 égale 80. Donc la durée totale du règne de David et Salomon, c'est de 80 ans. Faux. Pourquoi ? Parce que vous avez oublié de prendre en compte le fait que Salomon a commencé à régner quelques années avant la mort de son père. Combien d'années ? On ne sait pas, justement. C'est ça le problème. On sait simplement qu'il a commencé à régner du vivant de son père. Même chose, par exemple, entre Jotham et Ozias. Ozias qui était devenu lépreux et qui ne pouvait donc plus assurer le gouvernement, et par conséquent, il a mis les rênes du pouvoir à son fils. Mais la Bible compte, si vous voulez, le règne d'Ozias depuis le moment où il a commencé à régner jusqu'au moment où il est mort. Donc, si vous voulez, il y a un temps pendant lequel les deux rois, les règnes des deux rois se chevauchent. Donc, si vous ne faites pas une soustraction, votre chronologie est fausse. Même chose ici avec Manetho, vous avez des problèmes comme ça. Maintenant, il y a un autre problème. C'est que les dates des rois ne sont pas comptées comme dans notre civilisation occidentale. Par exemple, si mettons, je ne sais pas moi, un roi, je ne sais pas moi, mettons Louis XIV. Louis XIV meurt, bon, c'est pas vrai, enfin, un roi X, disons, meurt le 24 décembre de l'année 1715. Bon. Son successeur commence à régner quelques jours après, le 29 décembre de la même année. Bon. Dans notre conception occidentale, ça ne va pas compter pour un an. Pour les anciens, c'est compter un an, même s'il y a 3 jours à la fin de l'année.
alors ça vous décale. Il suffit que vous ayez sur un ensemble très impressionnant de rois, parce que 30 dynasties, ça fait du monde, vous avez quelques phénomènes comme ça, et votre liste est complètement, et votre chronologie est complètement faussée, vous comprenez? Il faut que vous déduisiez pratiquement une année du règne de ce pharaon-là. Même chose quand il commence à régner. Hein. Vous avez aussi d'autres phénomènes qui jouent, c'est que les dates du Nouvel An n'ont pas toujours été les mêmes pendant toute l'histoire de l'Égypte. Sous l'Ancien Empire, sous le Moyen Empire et sous le Nouvel Empire, on comptait le Nouvel An à partir de dates différentes. Et vous pouvez parfois avoir des intervalles de quelques mois entre les différents Nouvel An, donc l'année qui ne commence pas au même moment. Donc et si vous prenez toujours le même point de repère, vous vous trompez, parce qu'au bout sur 30 dynasties, ça vous fait un décalage important. Bon, ça c'est tous des problèmes de spécialistes. Aujourd'hui, on a pu corriger grosso modo la liste de Manetho, et on a une chronologie égyptienne qui est à peu près certaine, sauf pour ce qui est de l'Ancien Empire. Et l'Ancien Empire, vous avez deux dates encore. Vous avez ce qu'on appelle la chronologie longue, qui fait partir le règne du premier roi Ménès, de l'année 3100 environ avant Jésus-Christ, environ, 3100 avant Jésus-Christ. Et vous avez ce qu'on appelle la chronologie courte, qui la fait partir de 2 siècles plus tard, c'est-à-dire de 2900 avant Jésus-Christ. Vous voyez que c'est quand même important. 2 siècles, c'est pas rien. Donc vous avez une erreur possible pour ce qui est de la chronologie du Moyen Empire, de 3100 à 2900. Bon. Alors ensuite, nous arrivons à la première période intermédiaire, c'est-à-dire grosso modo jusqu'à 2100 avant Jésus-Christ. Le Moyen Empire, 1900 à 1750. Deuxième période intermédiaire, 1750, 1550, environ, ça c'est des chiffres, c'est pas l'année près. Et ensuite, donc, vous avez jusqu'à la fin, jusqu'à 333, jusqu'à 333 avant Jésus-Christ, conquête d'Alexandre. Voilà, grosso modo, si vous voulez, les 3 périodes. Bon. Maintenant, on a vu un phénomène la dernière fois très intéressant, c'est que le Moyen-Orient est toujours une oscillation entre la rivalité entre les populations sédentaires et les populations nomades, les populations qui habitent dans le désert. Et finalement, quand les populations sédentaires sont fortes, puissantes, elles maintiennent à distance les Bédouins du désert, qui, au maximum, peuvent se permettre des ridzous, c'est-à-dire des raids de pillage, mais ils ne peuvent pas s'installer, ils ne peuvent pas rester. Bon. Quand le pouvoir central devient faible, les Bédouins pénètrent à l'intérieur du pays sédentaire et, au besoin, supplantent la civilisation qui les a précédés. C'est ce qui se passe, vous l'avez compris, dans les 2 périodes intermédiaires. Pourquoi, justement, ici, cette deuxième période intermédiaire et apparition d'un nouvel empire? Parce que, justement, le chaos qui a marqué la fin du Premier Empire, l'anarchie qui a marqué la fin de l'Ancien Empire, a permis à des Bédouins du désert de venir s'installer et prendre le pouvoir, et ils créent à leur tour un nouvel empire. Même phénomène se produit au bout de plusieurs siècles. Ils décadent, et à nouveau, donc, les Hyksos, peuple, pas vraiment nomade, mais quand même peuple barbare par rapport à la civilisation égyptienne, est assez puissante pour venir s'installer à la place des Égyptiens. Bon, la réaction égyptienne, c'est un phénomène un peu différent. Les Hyksos sont chassés, mais finalement, apparition d'un nouvel empire. Bon. Maintenant, on constate une autre chose. C'est qu'en Mésopotamie, on a vu la dernière fois le caractère complémentaire des 2 civilisations anciennes. L'Égypte, la plus importante, qui sert de référence, et encore une fois, le calendrier de Manetho, et aujourd'hui, toujours, pour tous les archéologues du Moyen-Orient, la référence obligée. Nous avons vu, par exemple, tout à l'heure, la poterie d'Abydos, qui date de la 12e dynastie, donc du Moyen Empire, ou, alors nous avons aussi une autre poterie particulière qui date du Nouvel Empire, qu'on appelle la poterie d'Amarna, qui date du XIIIe siècle, XIVe siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, à cette époque-là, un pharaon égyptien, qui s'appelait Amenhotep IV, avait entrepris une réforme religieuse très importante. Il avait aboli tous les autres cultes pour ne garder que le culte du soleil, qu'il appelait Aton.
Il avait changé son nom en disant d'Amenhotep en Iknaton, le fils d'Aton, le fils du soleil. Et il avait transporté sa capitale à un endroit qui était situé dans le delta, qui s'appelait Amarna. Et là, s'est développé pendant toute la période d'Amarna, pendant toute la durée de la vie du roi Iknaton, un type particulier de poterie qu'on appelle justement la poterie d'Amarna. Bon. À cette époque-là aussi, l'Égypte était, plutôt la terre de Canaan était protectorat égyptien. Donc on trouve un peu partout, dans le pays d'Israël, de la poterie d'Amarna. Et là, on sait bien que après la mort du roi Iknaton, Amarna a été détruite. Et ce type de poterie disparaît. Donc, chaque fois qu'on trouve de la poterie d'Amarna en Israël, on sait qu'on a affaire à la période d'Iknaton, 14e siècle avant Jésus-Christ. C'est un point de référence. Hein, et c'est pour ça qu'il faut connaître l'histoire de l'Égypte. Tout archéologue et tout historien de la Bible se doit de connaître l'histoire de l'Égypte. Et la liste d'Iknaton en particulier, pour avoir justement un tableau chronologique. Encore une fois, l'histoire de l'Égypte est le point de repère chronologique obligé de l'histoire biblique. Bon. Maintenant, il y a un autre empire, nous l'avons vu, à côté de l'Égypte. Enfin, à côté, pas assez loin quand même, enfin, c'est l'empire, c'est la Mésopotamie. Et là, justement, on constate quelque chose de très intéressant aussi en Mésopotamie, c'est qu'on a exactement le même schéma de l'histoire. Ça veut dire qu'à peu près à la même époque que l'apparition de l'Ancien Empire, bon, un petit peu plus tard, disons, bon, on a vu que pour l'Empire égyptien, on peut remonter jusqu'à 2100. Pour ce qui est de la Mésopotamie, sur le plan d'une civilisation élaborée en tout cas, bon, il faut remonter à 2900, 2800 à peu près, mais qui a à voir avec les origines de l'humanité, les tout premiers chapitres du livre de la Genèse. Mais la civilisation sumérienne était inconnue jusqu'au début du siècle dernier, et c'est le professeur Sir Leonard Woolley en particulier qui a permis la découverte justement de la civilisation sumérienne. Bon, cette civilisation sumérienne va essentiellement peupler la région sud du golfe Persique, c'est-à-dire la région de Bassora, si vous voulez, de toute cette région-là, jusque Bagdad, jusqu'au sud de Bagdad actuel. Et là vont apparaître les grandes villes, les grandes cités qui vont rester célèbres pendant toute l'histoire biblique, qui sont citées dans la Bible d'ailleurs. Babylone, s'appelle Bab-Illin en sumérien, ça veut dire Bab c'est la porte, encore aujourd'hui en arabe, ça veut dire la même chose. Bab-Illin, il c'est Dieu, le pluriel, donc la porte des dieux. Et c'est la tour de Babel, finalement, qu'est-ce que c'est la tour de Babel? C'est la porte du ciel, la porte des dieux. C'est le moyen, l'endroit de la relation entre le ciel et la terre. Bon. Nous avons la ville d'Uruk, qui est l'Erer biblique. Il est question dans le livre de la Genèse également de la ville d'Erer. Calné, la ville de Kalar, qui s'appelle également Nimrod, le Nimrod de la Bible, était peut-être originaire de cette ville qui s'appelle tantôt Kalar, tantôt Nimrod, etc. Donc 5 villes saintes qui vont être pendant toute l'histoire les villes saintes de la Mésopotamie. Bon. Quelques siècles plus tard, 2300 avant Jésus-Christ, une nouvelle peuplade venant du désert s'installe dans cette région-là. Et alors que les Sumériens étaient un peuple non sémite, le nouveau peuple est un peuple sémite, qui va parler une langue sémite proche de l'hébreu, qu'on appelle l'akkadien. Et donc ce peuple est le peuple akkadien. Et le chef de ce peuple est le premier à créer un vaste empire dans cette région de la Mésopotamie. Jusqu'alors, les Sumériens étaient organisés sous forme de cités-États, de petites villes, qui, un petit peu comme les Cananéens, si vous voulez, de l'époque de la conquête, quoi, régnaient sur un petit territoire autour de la ville principale, quelques villes secondaires éventuellement. Mais il n'y avait pas d'empire organisé. C'était une même civilisation, ils avaient une même langue, mais si vous voulez, ils n'étaient pas politiquement unis. Au besoin, ils se faisaient la guerre d'ailleurs, d'une cité à l'autre, comme les Cananéens. Les Akkadiens
parviennent à s'emparer de l'empire sumérien, enfin cet empire qui n'est pas un empire véritable, enfin qui est quand même une entité, si vous voulez, une entité ethnique en tout cas, parce qu'eux, au contraire, sont un peuple organisé et centralisé. Leur chef, Sargon Ier, Sargon d'Akkad. Sargon est vraisemblablement le Nimrod biblique, hein, justement. Sargon, c'est pas son vrai nom d'ailleurs, c'est un titre. Sar, ça veut dire le roi. Gon, légitime. Le roi légitime. Il a pris ce nom parce que justement il n'était pas un roi légitime. Parce qu'il était un usurpateur. C'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Bon. Et Sargon, donc, s'empare de toute cette région-là. Et il crée un premier empire mésopotamien uni qui est contemporain de la fin de l'empire, du Moyen Empire égyptien. Voyez. Donc ça correspond, si vous voulez. Et là se crée donc l'empire de Sumer et d'Akkad. Et le titre que prend Sargon, c'est Sargon, roi de Sumer et d'Akkad. Ça veut dire qu'il y a les deux composantes ethniques, à la fois l'élément non sémite, qui est l'élément sumérien, et l'élément sémite, qui est l'élément akkadien. Au moment où l'Égypte entre en décadence, l'empire akkadien, lui aussi, entre en décadence. 2100 avant Jésus-Christ, il y a des gens qui viennent du désert et qui pénètrent à l'intérieur de la Mésopotamie et qui installent le chaos, pratiquement. Et là, donc, ça correspond à la première période intermédiaire égyptienne. Voyez-vous, au moment où il y a une période intermédiaire en Égypte, il y a aussi une période intermédiaire en Mésopotamie. Bon. 11e dynastie, le Moyen Empire égyptien surgit, et on a en Mésopotamie aussi ce qu'on appelle la Renaissance sumérienne. Renaissance sumérienne autour de la ville d'Ur. Donc ici on est à fond à l'époque d'Abraham, 2100 avant Jésus-Christ. Renaissance sumérienne, avec donc non pas création d'un empire, on retrouve un petit peu ce qu'était l'avant, si vous voulez, l'avant Sargon, quoi, hein, c'est-à-dire des cités-États qui sont indépendantes les unes des autres, mais quand même qui sont organisées. Sauf en Babylonie. En Babylonie, où là nous avons justement un État centralisé et conquérant qui va se créer. À partir du XXIe siècle. Et c'est le grand nom que vous connaissez tous. Je pense quand même que vous avez quelques souvenirs de votre année de sixième. Et peut-être si vous êtes arrivé d'aller au musée du Louvre, vous avez pu voir la fameuse stèle de Hammurabi. Bon, c'est l'époque de Hammurabi, roi de Babylone. Roi de Babylone. Donc, ça correspond à l'époque du Moyen Empire. Alors que justement la 12e dynastie règne sur l'Égypte, Hammurabi règne en Babylonie. Et Hammurabi va s'étendre essentiellement au nord de son État. Au nord de son État, où existe une autre peuplade sémite, cette fois-ci, qui sont les Assyriens. Les Assyriens, et puis aussi des peuplades qui sont venues du désert, et qui sont des peuplades sémites également, et qu'on appelle les Amoréens. Et là, justement, cette première période intermédiaire en Mésopotamie est caractérisée par ce qu'on appelle la vague des Amoréens. Alors, je sais qu'aujourd'hui, la réalité de cette vague des Amoréens est mise en question par, justement, les nouveaux archéologues. Finalement, déjà Galgadine disait qu'il n'y aurait strictement aucune raison de mettre en doute, justement, cette arrivée des Amoréens. Amoréens, Amorim en akkadien, signifie sémites de l'Ouest, contre Akkadiens, qui sont les sémites de l'Est. Et finalement, la langue des Amoréens est une langue qui ressemble à l'akkadien, mais qui est quand même un petit peu différente, si vous voulez. Et les Amoréens s'installent donc dans le nord de la Mésopotamie, c'est-à-dire la région de Mossoul, si vous voulez, aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui deviendra Ninive par la suite, et notamment la région de Haran. Et en 1935, le professeur André Parot, qui est d'ailleurs l'oncle de M. Parot, directeur du conservatoire à Vannes, qui était avec nous dimanche, n'est-ce pas, a découvert, non loin de Haran, de la Haran biblique, un site qui était totalement inconnu jusqu'alors. Et notamment, il a découvert une ville extrêmement importante, extrêmement étendue,
extrêmement riche, extrêmement développée sur le plan architectural. Et en particulier, au centre de cette ville, il y avait un immense palais royal. Il a consacré d'ailleurs toute une fouille simplement sur la mise à jour de ce palais royal, qui trouve par exemple au musée du Louvre sous le titre Le Palais Royal de Marie. Alors Marie, attention, hein, pas de confusion avec la Vierge Marie, ça n'a rien à voir, ça ne s'écrit pas pareil non plus, ça s'écrit comme ça. Et il a trouvé dans une partie du Palais Royal une bibliothèque de milliers de tablettes cunéiformes, en akkadien, ça veut dire en sémite de l'Est, puisque à partir de Hammurabi, l'akkadien va être la langue internationale de la Mésopotamie, la langue diplomatique, la langue écrite. Et donc ici, des milliers de tablettes qui sont des archives diplomatiques, des échanges, etc. Et la première tablette qu'il a déchiffrée commençait de cette manière: je suis Zimrilin, roi de Marie. Et c'est comme ça qu'on a su que la ville s'appelait à l'époque Marie. Encore une fois, rien à voir avec la Vierge Marie. C'était le nom qu'on avait à cette époque-là. Et on apprend que cette ville de Marie était en fait vassale de Babylone. Était vassale notamment, et que le roi, avant Zimri, c'était un autre roi, s'appelait Shamshi-Adad, et il avait son frère qui se nommait Yasmach-Adad, qui a régné aussi. Et ces deux rois étaient en fin de compte vassaux de Hammurabi de Babylone. Alors il y a tout un échange de correspondance avec Hammurabi, etc. Bon, des archives à la fois diplomatiques, commerciales, des reçus. Marie était un relais important de caravanes, et il y avait donc des échanges qui allaient jusqu'à la Méditerranée, depuis le golfe Persique jusqu'à la Méditerranée. Avec ensuite des bateaux qui longeaient la côte, qui partaient en Égypte. Il y avait donc des relations avec l'Égypte. Puis il y avait des caravanes qui remontaient justement le long du Tigre et de l'Euphrate, jusque au nord, puis redescendaient ensuite par le pays d'Israël jusqu'en Égypte, éventuellement même jusqu'en Arabie du Sud. Donc déjà un commerce extrêmement sophistiqué. Et contrairement justement à ce qu'ont affirmé des gens comme Finkelstein, on apprend qu'il y avait déjà des commerces de chameaux qui se faisaient. Finkelstein nous dit que le chameau n'apparaît qu'au XIIe siècle. Désolé, M. Finkelstein ne connaît pas ces classiques, il devrait les relire, n'est-ce pas? On trouve déjà dans les lettres de Marie et à Babylone même des lettres où il est question justement de chameaux. D'échanges de chameaux. Il y a même des statuettes de chameaux qui étaient représentées, qui étaient des offrandes votives à des dieux, vraisemblablement pour des voyageurs qui avaient voyagé dans des conditions satisfaisantes après avoir fait un vœu à tel dieu pour les protéger, puis qui, pour le remercier de les avoir protégés pendant son voyage, leur offrait une statuette de chameau. On a retrouvé des ossements de chameau, ce qui prouve que le chameau existait bien à cette époque-là, comme le dit la Bible. Chose très intéressante aussi, le professeur Parot a trouvé parmi ses fouilles une tablette où bon, on trouve aussi très intéressant, par exemple, des prophètes. Le prophétisme biblique existe déjà en quelque sorte à Marie. Puis chose intéressante aussi, la langue de Marie, bon, c'est l'akkadien, la langue des lettres, mais ce n'est pas la langue maternelle de ces gens-là. Et quelquefois, le scribe qui écrit la lettre en akkadien, il lui manque un mot en akkadien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il écrit dans sa langue. Il ne se casse pas la tête. Comme si vous écriviez en anglais, je ne sais pas moi, the weather is very nice, but aujourd'hui it is bad. Parce que vous ne savez pas comment on dit aujourd'hui en anglais, alors vous avez bien français. Hein? Bon, alors on peut avoir une idée de ce qu'était la langue de Marie. Chose étonnante, c'est un hébreu ancien. C'est l'ancêtre de l'hébreu. Et alors, chose intéressante aussi, on retrouve les coutumes qu'on trouve dans la Bible. Par exemple, le rôle très important joué par les prophètes à Marie. Les prophètes qui ont des songes, des visions, des révélations, et qui interpellent les rois. Tel Dieu te fait dire, fais attention à ceci, fais attention à cela, tu peux aller dans cette expédition, le Dieu va être avec toi, va te donner la victoire, etc. Alors que dans les autres pays, on avait affaire à des techniques divinatoires, par des techniques particulières, l'examen d'entrailles d'animaux, de foie, par exemple, on a en Mésopotamie des exemples de foie en terre où ils sont écrits, si le foie est comme ci, comme ça, c'est pas, bon, ça veut dire ceci, ça veut dire cela, etc. À Marie, on n'a pas ça. On a une révélation directe des dieux, exactement comme dans la Bible.
Et puis, chose intéressante aussi, bon, on n'est pas loin de Haran à Mari, hein. Il y avait tout autour du royaume de Mari des sentinelles qui veillaient justement à ce que les bédouins du désert ne viennent pas faire des réseaux. Et il y en a un qui écrit un jour au roi et qui lui dit ceci: voilà, est arrivée une caravane de Benjaminites à Mne Hanina. Bon. Ça veut dire quoi? Benjaminite en hébreu, ça veut dire fils de la droite. C'était une manière de désigner les points cardinaux à cette époque-là. On se plaçait vers le nord, et par conséquent, l'est, c'était la droite, et l'ouest, c'était la gauche. Fils de la droite, ça veut dire des gens qui viennent de l'est. Et ces gens-là, est-il dit, sont des adorateurs du dieu de la lune. Et ils demandent l'autorisation de s'installer autour de la ville de Haran. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je leur donne l'autorisation ou est-ce que je les refoule? Bon, on ne sait pas ce que le roi a répondu, mais enfin, apparemment, ils ont réussi à s'installer dans cette région-là, les Benjaminites, parce qu'il en est question dans d'autres lettres qui viennent après. Et le professeur Parot a dit, ben ça, c'est la famille d'Abraham. Selon le Midrash, la famille d'Abraham était des adorateurs de la lune. Ce n'est pas dans la Bible, ça ne nous est pas dit dans la Bible. Mais il y a une ancienne tradition orale qui s'est transmise jusqu'au Moyen-Âge, où le Midrash a été mis par écrit, qui dit que la famille d'Abraham était des adorateurs de la lune, du dieu Sin. Et justement, fils de la droite sont venus de Mésopotamie, d'Ur, s'installer dans la région de Haran. Ils ont adopté la langue du pays, l'hébreu. Et puis de là, Abraham est parti vers le pays de Canaan, c'est l'époque. 20e siècle avant Jésus-Christ. Si nous retrouvons la chronologie biblique, nous retombons justement à cette époque-là. Et là, nous retrouvons nombre de coutumes, même des coutumes légales. Par exemple, si la femme est stérile, le mari a le droit de se remarier avec son esclave, et le fils qui naît de cette femme est considéré comme son fils. C'est l'histoire d'Ishmaël. Vous avez toutes sortes de coutumes comme ça qui sont répertoriées dans les lettres de Marie et qui ont été adoptées manifestement ici par les patriarches. On est dans l'époque patriarcale ancienne qui correspond donc ici à l'époque du Moyen Empire égyptien et justement de la période de splendeur de l'Empire babylonien, car à cette époque-là, finalement, le royaume de Marie était vassal de la Babylonie, de Hammurabi et des successeurs de Hammurabi. Alors on ne va pas dater à l'année près, évidemment, la migration d'Abraham, c'est pas possible, mais grosso modo, donc on sait à peu près que c'était cette période-là, 19e siècle avant Jésus-Christ. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Je voyais tout à l'heure, vous voyez les trois couches, le scarabée, là, avec l'inscription hiérogliphe, oui. Mais est-ce que des objets comme ça n'auraient pas pu se trouver dans la deuxième couche? Alors, si tu trouves ça dans la deuxième couche, alors, ah oui. Confusion, si vous voulez, sur et ne pas le trouver dans la troisième couche, alors que ça correspond à cette période-là. Mais les générations qui se font passer des... Oui, ça peut se transmettre de génération en génération. Oui, c'est pas impossible théoriquement. Hein. Mais si tu veux, là, j'ai pris un schéma d'école, là, si tu veux. Si tu veux, chaque objet doit être étudié un petit peu in situ et tout ça, quoi. Hein. Alors oui, ça peut se faire. Mais enfin, quand même, si tu veux, quand on retrouve un scarabée dans une couche, il y a d'autres indices en général qui nous permettent, c'est celui par exemple de la poterie. Si tu as une poterie qui date du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, tu n'as pas la fameuse poterie mycénienne, par exemple, tu sais bien que tu ne peux pas avoir affaire à une autre époque que celle des grands pharaons, Séti Ier, Ramsès II, des pharaons du XIIIe siècle, quoi. Donc vraisemblablement là, bon. En tout cas, que tu trouves un pharaon, quelque chose de Ramsès II, tu as ce qu'on appelle une date antéquenne. Ça veut dire tu ne peux pas descendre au-delà. Tu sais bien que, à la limite, comme tu dis, ça peut être postérieur à Ramsès II, mais ça ne peut pas être antérieur à Ramsès II. On appelle ça une date antéquenne. C'est-à-dire au-delà de laquelle on ne peut pas remonter. Bon, on va rester là pour ce soir alors.